Aujourd'hui, 5 juin, journée mondiale de l'environnement, restauration et des écosystèmes, c'est le thème retenu cette année. Au Bénin, plusieurs actions sont entreprises dans ce cadre. Échanges entre les présidents béninois et égyptiens, Patrice Talon et Abdel Fattah al-Sisi, sont revenus sur divers domaines de coopération qui vont désormais lier leurs pays. À suivre le résumé de leur conversation. Et puis le code pénal du Bénin, lui, est à noter. Les professionnels du droit se sont prêtés à l'exercice. C'était sous la direction du professeur Joseph Djogbenou. Les détails dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Ce 5 juin, c'est la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Protéger les écosystèmes, c'est la réflexion qui focalise les attentions au Bénin. Toute l'interforce des hommes en treillis a donné ce matin la preuve de sa disponibilité et son engagement à accompagner le ministère du Cadre de vie et du Développement durable à créer pour le pays un environnement vivable via un reboisement permanent et responsable. William Tchoki y revient dans nos prochaines éditions. Et toujours dans la logique de la protection de l'environnement, les Angbétos sont mis à contribution. Dans le reportage qui va suivre, William Tchoki nous emmène dans le Mono, dans le village d'Alongo, où les populations ont une manière particulière de protéger la mangrove. C'est une forêt de mangroves. Elle s'étend à perte de vue dans le delta du fleuve Mono. Nous sommes au sud-ouest du Bénin, un écosystème très riche, un refuge pour de nombreuses espèces animales, une île aux oiseaux en miniature. Mais cette végétation particulière subit de plein fouet une pression humaine. De 1995 à 2005, sa superficie a diminué de moitié. Une pression que certaines organisations non gouvernementales essayent d'atténuer en menant des actions de protection. Avec l'appui des populations autochtones, elles ont mené des actions de reboisement. En mieux, elles ont mis à contribution ces gardiens de la tradition afin que les divinités assurent la veille contre les destructeurs du site. Ici, nous sommes dans le village d'Alongo, situé sur une bande de terre entre le fleuve et l'océan Atlantique. On utilise des pratiques très anciennes pour protéger la mangrove. Tout un rituel pour la sacralisation du site. C'est une bonne idée pour protéger les zones où personne ne peut pas rentrer. On protège les villes, la côte, les mangroves. Désormais, quiconque en fait ira sur cette île pour violer, couper ou faire quoi que ce soit comme activité sur l'île aura affaire à la divinité qui est désormais le gardien de la sécurité de cette île-là. Des interdits respectés à la lettre. On réduit la pression sur la végétation et aussi sur les ressources du fleuve Mono. L'homme peut vivre avec la nature en harmonie et apprendre sur les questions de développement durable. On peut dire qu'avec la protection du Vautour Angbétos, ces mangroves sont mieux protégées, interdites de coupe par les populations riveraines, donc ce qui permet un meilleur développement de ces écosystèmes de mangroves. Les zones sacralisées sont seulement accessibles pour la recherche et l'écotourisme qui se développe dans le delta du fleuve Mono. Des actions réglementées pour rendre pérennes les ressources. Et la protection de l'environnement reste l'affaire de tous, adultes, jeunes et enfants. Et justement, Ariane Da Silva a donné la parole aux enfants. Ils parlent de leur implication dans la protection de l'environnement. Regardez. Aujourd'hui, je me sens concernée par la question de l'environnement.
parce que l'état de l'environnement influe sur notre espérance de vie. Rick a 18 ans. Depuis l'adolescence, il s'est découvert une passion pour l'environnement qu'il nourrit toujours. Aujourd'hui, il est plus que jamais conscient des défis liés à la protection de l'environnement. Si nous choisissons d'ignorer la question de l'environnement, ça aura beaucoup d'impact sur les générations futures. Si je prends l'exemple des changements climatiques, c'est l'activité humaine qui est la principale cause. Pour Manuela, une autre passionnée, protéger l'environnement devrait être un défi collectif. L'environnement, c'est pour tout le monde. On doit tous participer. On se sent concerné, plus la jeunesse. Pourquoi? Parce que tous les jeunes seront les leaders de demain. Et donc, plus on commence à avoir de bonnes habitudes dès aujourd'hui, mieux la Terre sera dans les années à venir. La bonne santé de la planète Terre dépend donc de chaque maillon de la chaîne humaine. Toutefois, insister sur l'éducation écologique des enfants est l'une des meilleures solutions aux problèmes environnementaux. Ces trucs-là, c'est la famille qui commence par en parler. L'enfant observe, ce n'est pas seulement de parler. L'enfant t'écoute et voit ce que tu fais. Ensuite, l'enfant va à l'école. Notre mère nous a dit, ça, on ne prend pas le bâton pour tuer, pour faire ceci, on n'arrache pas n'importe quel plan. Dans plusieurs pays qui aujourd'hui ont fait accroître la conscience collective écologique, je crois qu'ils ont misé sur les enfants. Les enfants, c'est l'avenir du monde. Et s'ils grandissent avec cette conscience écologique, on est bien sûr que demain, ils prendront les décisions qu'il faut. Les spécialistes préconisent également que les programmes scolaires prennent davantage en compte les thématiques liées à l'environnement. Cela permettra aux enfants d'être très tôt associés à la protection de l'environnement. Je vous le disais en titre, la coopération entre le Bénin et l'Égypte se renforce. Les présidents Patrice Talon et Al-Sisi ont fait le tour d'horizon ce jeudi 3 juin. Plus de précisions dans ce commentaire de Jérôme Humbo, Nicanor Kovi et Gisèle Abissi-Guedje. C'est par une conversation téléphonique tenue ce jeudi 3 juin 2021 que les deux hommes d'État ont procédé à une revue des excellentes relations entre leurs pays. Ils ont également abordé des sujets de préoccupation africaine et internationale. Le président Al-Sisi en a profité pour réitérer ses félicitations au président Talon pour sa réélection avant d'exprimer la volonté de l'Égypte de renforcer les liens de coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier ceux des infrastructures, de l'énergie, de la lutte contre le terrorisme et de la formation des ressources humaines. Se félicitant tout autant de l'excellente qualité des relations entre l'Égypte et le Bénin, le président Patrice Talon a remercié son homologue pour le soutien manifeste de son pays au programme de développement du Bénin. Il s'est par ailleurs réjoui des perspectives positives qui s'annoncent pour consolider davantage ces relations, en vue notamment de renforcer leur sécurité et leur stabilité mutuelle, de même que celle du continent. Aussi, le président Talon a-t-il fortement plaidé pour un accroissement des échanges dans plusieurs domaines spécifiques dont le commerce, le numérique, les sciences et technologies, l'agriculture et la santé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Enfin, les deux hommes d'État ont convenu de se rencontrer incessamment. Au chapitre santé, le Bénin vient d'accueillir une deuxième mission de chirurgie cardiaque venue de la France, ensemble avec les médecins spécialistes des maladies liées au cœur au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. 10 patients ont été opérés en 5 jours. Une initiative du gouvernement qui va limiter l'évacuation des malades et qui vise aussi le transfert des compétences. Jean-Claude James. Dans ce bloc opératoire, 10 patients ont subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert pour diverses affections cardiaques. Ça serait bien passé. Dame Bella fait partie des 10 patients pris en charge par une équipe de chirurgiens béninois et étrangers. La majorité des patients souffraient de ce qu'on appelle des valvulopathies d'origine rhumatismale. C'est des affections cardiaques secondaires à une infection par une bactérie et qui donne ce qu'on appelle du rhumatisme articulaire aigu. Et la majorité des patients ont été traités de ces valves et il y a eu 2 anomalies congénitales, des CIA, qui correspondent à des anomalies anatomiques qu'on a corrigées.
On est venu avec une équipe complète qui couvre tous les besoins de la prise en charge des patients, puisque un chirurgien cardiaque seul, ça n'existe pas. Il y a évidemment des anesthésistes, des réanimateurs, des cardiologues, il y a du personnel de bloc opératoire médical et paramédical, du personnel de réanimation. Docteur débauché et la délégation qui l'accompagne représentent cette deuxième mission dépêchée au Bénin par le gouvernement béninois qui vise deux objectifs: la prise en charge des patients et surtout le transfert des compétences. Une mission de formation, ce qui est très important, avec un transfert de compétences pour les différents partenaires de la chaîne, on va dire, c'est-à-dire de l'anesthésie, de la réanimation et de la circulation extracorporelle pour ces interventions à cœur ouvert. On a à cœur d'aboutir pour que justement une autonomisation de l'équipe puisse maintenir cette activité ici à Cotonou. L'intérêt pour nous, c'est que nous avons maintenant une solution pour la plupart des personnes qui peuvent présenter une maladie cardiovasculaire. Mais ce qui est attendu pour que notre vocation soit complètement accomplie, c'est que nous puissions procéder à ces traitements nous-mêmes. Et c'est pour ça que le concept de transfert de compétences qui a été mis en place est intéressant pour nous. Un concept rentable pour le Bénin à tout point de vue. On est dans une concrétisation de PAG dans son volet améliorer l'offre de services. Et on est dans ce cadre-là en train de retourner vers l'intérieur toutes les démarches d'évacuation sanitaire qui coûtent extrêmement cher pour quelques privilégiés qui ont le moyen de circuler dans le système. Mais là, vous avez bien vu qu'on est dans une activité pour le tout venant. Toutes les personnes qui ont ce besoin, parce que leur état sanitaire le demande, sont recrutées pour subir ces interventions de réparation. Et en même temps, on forme tout le monde, toute la chaîne à cela. Donc en un seul moment, on soigne et on forme. Vous voyez, il n'y a rien de plus efficient que d'adopter ce genre de dépenses dans le cadre de l'offre de soins améliorée dans laquelle nous sommes. En facilitant ce genre de mission, le gouvernement est dans la proactivité en ce qui concerne l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi en construction. Cette mission telle qu'elle est prévue, elle est prévue 6 missions par an pendant 3 ans. Et en ce moment, on serait sûr qu'on a mis en charge le personnel dont on a besoin. Et une fois que l'hôpital est ouvert et qu'on est totalement autonome, on va continuer de bénéficier de l'accompagnement de cette équipe pendant encore une année supplémentaire pour finir de gagner en sonorisation. Une ambition qui montre que le Bénin est en bonne voie pour réaliser l'objectif de développement durable numéro 3 qui met l'accent sur la bonne santé et la promotion du bien-être de tous à tout âge. On continue avec la série de passations de services dans les préfectures. Ahmed Beloki Sama, le nouveau préfet de l'Alibori, a pris fonction. Mohamed Moussa, préfet sortant, lui a passé le témoin. La cérémonie a eu lieu à la direction départementale de la santé de Kandi. Marcel Betoro, Judicaël Aïna. C'est avec des honneurs et encouragements dus à son rang et à sa personnalité que le préfet sortant de l'Alibori a passé le témoin ce jour à son successeur. Désormais, le fils de Segbanan porte les charges et commandements de la préfecture de l'Alibori. Monsieur le préfet sortant, nous avons beaucoup appris avec vous. Nous avons appris dans le sens administratif, mais également dans le sens humain. Je voudrais dire, monsieur le préfet, que nous, en tant que commune, nous avons apprécié le travail que nous avions fait avec vous, avec vos différents collaborateurs pour le développement des communes de l'Alibori. Monsieur le préfet entrant, je voudrais, au nom de mes collègues, vous souhaiter la bienvenue. Pour les deux autorités vedettes du jour, peu de mots ont suffi pour décrire leurs sentiments. Monsieur le préfet, recevez mes félicitations pour votre brillante nomination à la tête du département de l'Alibori pour continuer le combat du développement. C'est l'occasion pour moi aussi de le féliciter pour ce qu'il a fait à la tête de ce département en tant que préfet. C'est lui qui a posé les fondations sur lesquelles, ensemble avec les élus et les différentes forces vives de ce département, nous allons ériger
le bâtiment à Libreville. J'ai la conviction que, comme votre prédécesseur, vous ne ménagerez aucun effort pour vous mettre à la hauteur de la mission à vous confier par le président de la République, le chef de l'État. Désormais, Ahmed Bello Kissama est le préfet de la Liborie. La nomination des préfets est le couronnement d'une promesse faite par Patrice Talon de placer son mandat sous le signe de la décentralisation. C'est le point de vue d'un expert en gouvernance locale. Il est interviewé par Jérôme Humbo. Le président Patrice Talon, moi je le vois comme un génie pour le Béninois. Dans son projet de société, il a clairement marqué le pas qu'il accordera une importance à la gestion au niveau local. Et vous devez constater comme moi que dans son discours d'investiture, il a clairement dit qu'il donnera une place importante à la gestion. Et c'est ce qui se traduit à travers la nomination de ces nouveaux préfets. Désormais, tous nos 12 départements ont un chef. Ce sont des jeunes qui ont été positionnés à des préfectures stratégiques pour notre pays. À travers ça, le chef de l'État est en train de donner une chance à la jeunesse et il croit à la capacité de la jeunesse. Je voudrais inviter les uns et les autres à y accompagner, surtout à jouer leur partition. Chacun de nous doit pouvoir faire ce qu'il doit faire en conformité avec les textes de la République et pouvoir se donner la main et accompagner le gouvernement. Je voudrais profiter de vos micros aussi pour inviter ces nouveaux préfets à réellement travailler à ce que la décentralisation soit une réalité dans nos communes, parce que le transfert de compétences aux communes bat encore de l'aile et ce n'est que ces préfets qui peuvent servir vraiment d'appui pour les communes à avoir, pour que le développement soit une réalité. Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil économique et social a reçu en audience le chef de file de l'opposition et le président du patronat des établissements scolaires privés. L'un et l'autre ont abordé des sujets d'importance. On les écoute à leur sortie d'audience. Nous avons discuté, nous avons reçu des conseils. Nous n'avons pas manqué d'évoquer un certain nombre de préoccupations. C'est d'abord que son institution soit disposée à nous écouter, de sorte que la récrimination de l'opposition soit anticipée, qu'on aborde assez rapidement les problèmes pour ne pas les laisser se dégénérer en des crises sociales telles que nous avons connues il y a quelques semaines. Donc c'est de ça qu'on a discuté. Le président a été vraiment attentif et m'a exprimé son soutien. Depuis 1980 jusqu'à ce jour, nous avons constaté que les tests qui sont pris, la Constitution a prévu un accompagnement de l'État, accompagnement des établissements scolaires privés laïcs confessionnels, un accompagnement de l'État. De la même manière, les tests qui sont en vigueur prévoient des dispositions qui devraient quand même faciliter l'exercice des activités des écoles privées laïques confessionnelles. Et nous avons constaté que ces tests-là ne sont pas entièrement respectés. Nous sommes venus poser le problème au président du CES. Nous lui avons expliqué les démarches que nous avons entreprises depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et ça l'a touché et il a pris l'engagement d'œuvrer pour que les problèmes que nous avons posés puissent trouver solution. D'une audience à une autre, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin était au cabinet du tout nouveau médiateur de la République. Il est allé exprimer la volonté de la Chine de renforcer sa collaboration avec le Bénin. Écoutons Pen Jingtao à sa sortie d'audience. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et aussi pour renouveler toute ma félicitation à sa nomination à cette poste importante. On a aussi échangé nos points de vue sur la coopération. Chaque pays a sa particularité. Cette institution béninoise, de spécialité béninoise, a plus ou moins un fruit d'intelligence béninoise. Alors, cette façon
de réaliser une harmonie, une coordination nationale, sociale pour promouvoir le développement économique, donne beaucoup aussi de leçons à apprendre pour nous. Donc c'est pourquoi depuis longtemps, on a gardé notre ambassade avec le médiateur national, on a gardé de très bonnes relations. On va continuer cette coopération. Il a beaucoup apprécié les relations anciennes établies depuis longtemps entre les médiateurs et l'ambassade de Chine, entre le Bénin et la Chine en général. On va conjuguer nos efforts, surtout dans ce moment important de la réalisation d'un rêve béninois du Bénin révélé. Le processus de formation des formateurs de l'Union progressiste se poursuit. Après les séminaires de Porto Novo et de Dassa-Zouma, un atelier s'est tenu à Cotonou pour aider les aspirants formateurs à se spécialiser. Suivons ici les explications sur le contenu des 3 jours de formation avec quelques responsables chargés de la formation à l'Union progressiste. Le séminaire de Cotonou, à Sun Beach Hotel ici, c'est en vue donc d'aboutir à sélectionner une première cohorte de formation. Sur les 14 départements politiques de l'Union progressiste, des propositions ont été faites en tenant compte d'un certain nombre de critères et de profils. Sur 49 au total, avec qui nous avons commencé à Dassa par un certain nombre de modules pour les mettre en condition, en situation, les évaluer. L'évaluation se poursuit ici pour leur permettre à chacun de se spécialiser dans des modules donnés. Puis, chemin faisant, nous allons voir qui d'entre eux sont les plus à même, les plus qualifiés pour être retenus comme membres de la première cohorte de formation. D'autres cohortes suivront. L'objectif, c'est de couvrir tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements du Bénin auront chacun donc son formateur ou ses formateurs avant que l'Union progressiste ne déploie sur le terrain une série de formations à l'endroit de tous ces militants et de tous les Béninois qui le souhaitent. Et quand on finira ici, ils seront lâchés dans la nature, ils vont aller sur le terrain pour des objectifs précis du parti parce que nous évoluons vers un congrès. Nous devons mettre en place nos structures de base. Donc les travaux qu'ils auront à faire ici vont entrer dans ce sens-là et ils iront sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, de manière à ce que nous ayons une armée de formateurs au sein de notre parti. Et nous allons les livrer et ils vont soulever les montagnes au Bénin. Le code pénal du Bénin, lui, est annoté, un exercice auquel se sont prêtés de nombreux professionnels du droit sous la forme d'un livre rédigé sous la direction du professeur Joseph Djogbenou. L'actuel président de la Cour suprême a présenté l'ouvrage à la communauté scientifique à Cotonou. Nicanor Kovi et Louis Koudoubo. Joseph Djogbenou sait le droit et le droit le lui rend bien. Un accomplissement professionnel reconnu et une pléthore de publications au compteur de l'universitaire. Mais l'avocat a la force de s'attaquer encore à son droit de tous les jours, au code pénal cette fois-ci. Un texte commenté et annoté par de nombreux professionnels sous sa direction. Un travail formidable. D'abord d'appréhension, d'entrée dans le code. Un travail de recherche de l'histoire de ce code pénal. Un travail d'explication des dispositions. Le droit pénal mis à nu, épouillé de ses mystifications et livré à la compréhension aisée du prétoire, de l'université, du législateur lui-même et de monsieur tout le monde. Et quand l'actuel président de la Cour constitutionnelle en parle, le praticien s'incline devant l'universitaire. Le législateur de 2018 a pris le code Bouvenet dans les infractions essentielles, a évalué la pertinence de ces infractions, l'actualité de ces infractions, a éliminé celles qui peuvent l'être et qui devraient l'être, a enrichi ces infractions de sa lumière sous l'actualité législative ou l'actualité publique de 2018 et d'aujourd'hui. Et puis, il a fait migrer certaines infractions qui étaient dans des législations. Et au législateur lui-même et à la communauté scientifique de conclure que ce code-là est une Bible de tous les jours,
mais une Bible aux versets imparfaits par endroits. Vous avez dit en défendant ce travail-là que le code pénal, c'était la vie. C'est le texte qui encadre la vie dans toutes ses dimensions. Donc, il ne peut pas être parfait. N'oubliez pas, Génie nous disait la libre recherche scientifique. Eh bien, nous y sommes. Faisons la libre recherche scientifique. Le code pénal commenté a noté un travail d'Hercule en soi, s'il fallait encore le dire. Et Joseph Djokbenou l'a fait au nom du droit. Œuvrer pour la promotion des droits des enfants et de l'éducation d'ici 2023 dans les départements de Lomé et du Plateau, c'est l'objectif du projet études financé par WeWorld, une ONG italienne engagée depuis 50 ans dans 27 pays du monde. Le projet a été lancé à Kétou. Brice Ngbo et Firmin Bassao. Éducation pour tous et universalité des droits des enfants en abrégé études, un projet de WeWorld qui a pour domaine d'intervention prioritaire l'éducation. WeWorld entend contribuer ainsi à l'amélioration des performances de l'éducation au Bénin, axe stratégique numéro 5 du programme d'action du gouvernement. Pour le projet études, les bénéficiaires directs sont évalués à plus de 9300 personnes et constitués entre autres des enfants, des parents, des acteurs des différentes parties prenantes en communauté, notamment les forces vives de la communauté, les APE, les groupements de femmes, les autorités locales et les structures déconcentrées de l'État qui seront touchés par ces interventions. La question de la scolarisation et du maintien des enfants à l'école reste une préoccupation majeure pour WeWorld et sera considérée de façon transversale à toutes les interventions de WeWorld au niveau des départements de Lomé et du Plateau. Nous avons travaillé à une vision durable, intégrée et répondant aux besoins qui, je l'espère, recevra toute votre attention, votre approbation et votre collaboration dans sa mise en œuvre. 10 communes cibles des départements du Plateau et de Lomé seront bénéficiaires du projet pour les 3 prochaines années. Les secteurs d'intervention sont l'éducation, la protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la nutrition. Hors du Bénin, les ministres des Finances du G7 entament des discussions à Londres avec en haut de l'agenda le projet d'impôt minimal mondial ravivé par l'administration du président américain Joe Biden. En France, la France a annoncé jeudi la suspension de ses opérations militaires conjointes avec Bamako. La compilation de l'actualité internationale est signée Fifa Salomé Atadeji. La France a annoncé jeudi la suspension de ses opérations militaires conjointes avec Bamako pour tenter de pousser la junte au pouvoir vers la transition politique exigée par la communauté internationale. Par cette décision, Paris manifeste sur le terrain sa condamnation du coup d'État au Mali et tente d'appuyer la pression de la communauté internationale sur les militaires putschistes du Mali afin d'obtenir un retour du pouvoir aux mains des civils à l'issue de l'élection présidentielle prévue pour 2022. La France emboîte le pas aux États-Unis, dont le département d'État a suspendu dès la fin du mois de mai l'assistance aux forces de sécurité de défense du Mali. Le G7 Finance s'ouvre vendredi à Londres avec en haut de l'agenda le projet d'impôt minimal mondial ravivé par l'administration du président américain Joe Biden et qui reçoit un soutien commun des grandes puissances européennes. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que ces ministres des Finances se retrouvent en personne. La question d'un impôt minimum mondial, premier pilier d'une vaste réforme fiscale portée par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, tiendra le haut du pavé avec, en deuxième volet, la possibilité de taxer les bénéfices des grandes multinationales, notamment les géants du numérique, là où elles réalisent leurs profits et non plus seulement là où elles sont enregistrées.
L'administration Biden avait d'abord parlé d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 21% avant de se raviser pour 15% afin de rallier plus de suffrages. Le tueur en série russe, Mikhail Popkov, surnommé le maniaque d'Angarsk, a été condamné vendredi pour 2 meurtres supplémentaires, portant le total de ses victimes à 80, a indiqué le comité d'enquête russe. Arrêté en 2012, l'ex-policier de 57 ans a déjà été condamné en 2015 à la prison à vie pour les meurtres de 22 femmes, puis de nouveau à la même peine en 2018 pour 56 meurtres supplémentaires commis entre 1992 et 2007. Vendredi, un tribunal de la ville d'Angarsk l'a reconnu coupable de 2 autres meurtres commis en 1995, le condamnant à 9 ans et 8 mois de prison. Selon les enquêtes, il forçait ses victimes à monter dans sa voiture la nuit et tuait ensuite ses femmes âgées de 16 à 40 ans à la hache ou au marteau. Il se décrivait comme un nettoyeur purgeant sa ville des prostituées. Seules 2 femmes ont survécu à ces attaques. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.